C'est pas compliqué. Si Cloud Spire était une sorte de céréale, eh bien j'en mangerais à tous les matins. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous fais ma critique de Cloud Spire, ce jeu dont vous m'entendez parler depuis un peu plus d'une semaine dans pratiquement tous mes vidéos ou presque depuis plus d'une semaine, vous devez m'en excuser. Donc Cloud Spire est effectivement le jeu qui a vu le plus de temps passer sur ma table depuis un peu plus d'une semaine et vous êtes nombreux à m'avoir demandé est-ce que le jeu tient encore la route après plusieurs parties? Est-ce que la rejouabilité est bonne? Comment est le mode solo une fois qu'on a avancé davantage? Quelles sont mes expériences de mes parties en multijoueur? Quelle est la meilleure configuration? Donc c'est à ce genre de questions-là que je vais essayer de répondre aujourd'hui. Premièrement, pour ceux qui ne connaissent pas encore Cloud Spire et qui écoutent cette vidéo, eh bien, je vais commencer par vous dire que Cloud Spire est un jeu qui était sur Kickstarter l'année dernière, si je ne me trompe pas, ou peut-être même en 2017. Je crois que c'était en 2018. Et dès que les premières informations sur le jeu ont commencé à circuler, j'étais déjà très curieux, même je dirais vendu à cette idée d'avoir ce genre d'univers avec Chip Theory Games également, qui est la compagnie derrière le jeu, qui fait toujours des jeux de qualité incroyable. Et dès que les informations sur les mécanismes de jeu, l'idée générale, que la campagne a été lancée, qu'on a eu des premières vidéos, des premières règles accessibles, j'étais vraiment convaincu que c'était un jeu pour moi. Donc, Cloud Spire, j'ai déjà présenté sur le jeu, donc sur la chaîne, j'ai déjà présenté le jeu, j'ai déjà également fait le déballage de ce dernier, donc si c'est ce qui vous intéresse de voir qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, vous pourrez aller voir la vidéo qui concerne ce segment. J'en ai également parlé brièvement dans mon Quoi neuf du mois d'octobre 2019. J'ai fait une demi-partie d'une session de jeu en solitaire dans le premier scénario de la campagne en solitaire qui est proposée dans ce jeu. Alors s'il y a quoi que ce soit là-dedans qui vous intéresse, vous pourrez aller jeter un coup d'œil à ces vidéos, mais aujourd'hui, je me concentre sur ma critique, ce que j'en ai pensé. Est-ce que le jeu est vraiment à la hauteur de mes attentes lorsque j'ai backé le jeu sur Kickstarter? D'ailleurs, il y a des gens parfois qui nous font la critique ou le commentaire comme quoi que nos avis sont toujours biaisés lorsqu'on a reçu le jeu d'une façon ou d'une autre. Personnellement, je ne crois pas, mais en tout cas, peu importe, parce que ça ne sera pas le cas avec Cloud Spire, parce que le jeu ne m'a pas été donné de quelconque façon. Je n'ai pas eu de rétribution pour les vidéos que j'ai fait ou quoi que ce soit. J'ai backé le jeu sur Kickstarter comme n'importe qui l'aurait fait. J'ai choisi le pledge, j'ai sorti mon portefeuille, ma carte de crédit. Ça l'a fait mal, mais donc je vais clairement vous dire ce que je pense du jeu de façon honnête, comme je le fais toujours de toute façon, je crois. Donc, je commence par vous parler, en fait, des règles du jeu. Je commence par ça. Les règles sont dans un livret comme ceci, d'une trentaine de pages, je crois, 35 pages, 36 pages au total. On a la mise en place, les composantes, les règles, des particularités également, un glossaire ou un sommaire plutôt avec plein de mots-clés. On a un résumé des informations importantes à l'endos. Et je dirais que pour l'essentiel, les règles sont très utiles. Les règles sont claires également. Essentiellement clair, je dirais. Il y a une FAQ, une foire aux questions qui est disponible sur le site, je crois, de Chip Theory Games directement et je dirais qu'elle est nécessaire. C'est essentiel d'aller y jeter un coup d'œil parce qu'il y a beaucoup de précisions sur des situations un peu nébuleuses qui sont présentées dans les règles que lorsqu'on lit, ça fait du sens, mais dans certains contextes, on dirait que la règle n'en fait plus. Alors, la FAQ va tout simplement préciser des points, que ce soit dans les scénarios en solitaire, que ce soit des règles générales. Il y a en fait, je dis quelques errata, il y en a quand même pas mal, des erreurs, mais pas mal. On s'entend, là, je parle de peut-être
4-5, je crois. Et pour la plupart, c'est des choses qui sont assez mineures. Entre autres, il y a une phrase qui n'est pas formulée de la bonne façon par rapport à un moment ou une séquence de jeu. Il y a une icône ou une description sur un des talents également. Il y a une partie de phrase qui ne devrait pas être là. Il y a une erreur également dans un des scénarios en solitaire. Donc, au total, je crois que sur le site de la fac, il y a 4 erreurs officielles qui sont répertoriées. C'est rien de catastrophique, mais c'est important de les prendre en considération. Donc, si vous avez le jeu, que vous avez lu les règles, que vous vous êtes aventuré dans l'expérience de jeu en solitaire, mais que vous n'avez pas lu la fac, allez le faire. Je pourrais essayer de mettre un lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez tout de suite aller jeter un coup d'œil pour voir s'il y a des règles que vous appliquiez mal avant d'avoir reçu les précisions. Mais sinon, le livret fait un bon travail. Je dirais que le gros problème en lien avec l'application des règles, c'est qu'une fois qu'on a passé à travers ça, ça fait du sens dans notre tête, c'est correct. Mais une fois sur le terrain, en cours de partie, il va arriver des situations, des contextes où est-ce qu'il y aura des habiletés qui vont se déclencher peut-être en même temps, des particularités vraiment spécifiques. Et même si on regarde là-dedans, on dirait que ce n'est pas clairement énoncé de comment on doit résoudre ce qui se passe. À ce moment-là, dans mon cas, Board Game Geek a été mon meilleur ami. Je dirais que Shannon, qui fait partie de l'équipe de Chiptory Games, est excessivement active sur Board Game Geek pour répondre aux questions, apporter des précisions. Alors, si vous arrivez dans un cours de partie et qu'il y a une situation qui est délicate ou vous ne savez pas trop comment la résoudre, la réponse est probablement sur Board Game Geek. C'est certainement déjà arrivé à quelqu'un avant ça. Sinon, il y a certains mots-clés également, des talents dans les... oui, ils sont expliqués dans les règles, mais surtout sur les aides-mémoires, qui parfois ne font pas de sens avant d'arriver en cours de partie. Alors, ça, c'est un petit peu contre-intuitif ou difficile de comprendre comment cette unité-là va nous être utile parce qu'on le comprend vraiment lorsqu'elle est déployée puis lorsqu'on la voit agir. Alors ça, c'est tout simplement pour appuyer mon prochain point qui est la prise en main du jeu. Cloudspire est un jeu qui est excessivement riche en opportunités. Vous pouvez faire pratiquement ce que vous voulez. C'est un univers grand ouvert qui est devant vous. Par contre, la prise en main sera quand même assez ardu. C'est-à-dire qu'on doit avoir un joueur qui est assez bien équipé en termes de compréhension des règles, qui va pouvoir l'expliquer aux autres, mais aussi en cours de partie, qui va devoir garder l'œil ouvert pour s'assurer que toutes les règles sont respectées. Et en plus de ça, eh bien, comme vous le savez, c'est un jeu qui est hautement asymétrique et là, vraiment, là, dans les extrêmes, chaque race, les 4 factions du jeu de base fonctionnent de façon radicalement, mais vraiment très différentes, autant les unités que leurs talents, que les améliorations qu'on peut avoir dans la forteresse, les points d'attaque, les points de vie, les points de déplacement, des éléments par rapport à la mise en place, comment ils vont évoluer ou améliorer leurs unités, vraiment radicalement différents. Ce qui fait en sorte que en début de partie, c'est un peu difficile pour moi d'expliquer les factions de tout le monde. Alors, on a ces aides-mémoires-ci qui sont très utiles, très complets également, où est-ce qu'on va expliquer les particularités de chaque faction. Mais en début de partie, chaque joueur a la responsabilité donc d'en faire la lecture et de bien comprendre ce que chacun de ces mots-clés veut dire. Ce qui fait en sorte que la prise en main du jeu pour un nouveau joueur, quelqu'un qui n'a jamais joué à ce jeu-là, peut être assez difficile, imposante et même intimidante, je dirais. Je dirais même jusqu'à dire que ça peut nuire à l'expérience de jeu parce que lors des premières vagues, on a toujours l'impression de regarder une unité. Bon, cette unité-là a le talent Quantum Dark. OK. Qu'est-ce que ça fait déjà? C'est la 3e fois que je le lis, mais j'oublie encore. Je vais aller voir. Et là, on a un petit paragraphe ici de lecture. Alors, c'est difficile. Ce que je recommande, c'est que si vous jouez à Cloudspire avec des joueurs, jouez-y toujours avec la même race ou la même faction pour vous familiariser avec celle-ci. C'est comme ça que vous allez prendre plaisir. Parce que oui, on voudrait essayer, évidemment, toutes les races, toutes les opportunités, tous les pouvoirs, tous les talents, tout explorer dans le jeu, mais
je vous conseille de vous spécialiser ou de vraiment vous familiariser avec une faction avant d'en découvrir une deuxième. Et il y a deux factions qui sont assez accessibles. On a les Brownen et les Hares qui sont très 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 accessibles. C'est vraiment les factions que je recommande pour les joueurs qui découvrent le jeu. Sinon, on a les Grovetenders qui sont un peu plus ardus quand même. Et on a les Narora qui est la race juste ici qui, elle, fonctionne vraiment de façon particulière. Je la recommande davantage pour les joueurs avancés. Mais c'est un jeu donc qui est assez difficile à prendre en main. Beaucoup de petites règles également à se souvenir. Il y en a qui vont le caractériser peut-être de fiddly en voulant dire que fiddly, comment je pourrais traduire ça en français, c'est que justement on a plusieurs petits segments de règles dont on doit se souvenir, des particularités, des exceptions, des choses comme ça. C'est pour ça entre autres qu'il nous faut un joueur qui est habitué et qui va pouvoir répondre à ces questions-là aisément. C'est entre autres pour ça que avant de me lancer dans mes expériences en multijoueur, j'ai fait 5, je crois, ou 6 même parties en solitaire dans la campagne afin de m'approprier les règles, d'être capable de voir les situations particulières, d'être capable de les résoudre par moi-même pour qu'en contexte de multijoueur avec 3 autres joueurs autour de ma table, je puisse expliquer qu'est-ce qui se passe sans qu'on ait toujours besoin de se référer aux règles, à la fac ou à Board Game Geek. Donc c'est ce que je recommande pour les joueurs qui voudraient se lancer dans l'aventure puis l'essayer avec d'autres joueurs, c'est de commencer par vous familiariser avec les règles en installant le jeu sur la table, quitte à jouer contre vous-même, parce que oui, il y a possibilité de jouer en 1 contre 1 et quitte à ce que vous jouez, Martin de la zone jeu de société appelle souvent ça de jouer en mode schizophrène, donc 1 contre 1, mais où est-ce que c'est moi qui joue les deux personnages? Bon, ok, je comprends, c'est peut-être pas ce qui est optimal parce que je sais ce que l'autre va faire, parce que c'est moi dans les deux cas, je connais les cartes de l'autre, je dois faire semblant que je les connais pas, mais ça va vous aider à découvrir les races premièrement, parce que vous n'aurez pas le choix d'en jouer 2 différentes, de vous familiariser avec celles-ci et de mettre en application les différentes règles, les différents contextes complexes du jeu aussi. Sinon, ben, faites comme moi, apprenez à jouer en solitaire. Évidemment, on rajoute plusieurs règles supplémentaires, je crois qu'on va ajouter un bon 8 pages de règles supplémentaires aux 36 du jeu de base. Alors, c'est sûr qu'on a des particularités supplémentaires et ces règles-là, en cours de partie en multijoueur, on doit les enlever. Elles ne seront plus bonnes, elles ne tiennent plus. C'est seulement pour le jeu en solitaire. Et ici, oui, on va jouer un peu contre nous-mêmes, mais c'est contre une intelligence artificielle, un joueur qui est automatisé. On va tout simplement avoir à le déplacer, mais ça va nous aider grandement à comprendre les situations, justement, qui peuvent se présenter. Et par la suite, ce que je vous recommande, une fois que vous avez fait plusieurs parties en solitaire, que vous connaissez la plupart des règles, vous pouvez le faire découvrir aux autres joueurs. Ce sera plus agréable pour eux et pour vous aussi de cette façon. Moins frustrant pour tout le monde. C'est ce qu'on veut, passer un bon moment. Sinon, j'ai parlé des règles en général, j'ai parlé du mode solitaire, je vais y revenir dans quelques instants, mais sachez qu'il est également possible d'y jouer en mode coopératif. En fait, pratiquement tous les modes sont disponibles dans Cloudspire. On peut jouer en mode coopératif à 2 joueurs. Donc, oui, le mode coopératif ici, là, si je ne me trompe pas, est seulement disponible pour 2 joueurs qui jouent en équipe contre une intelligence artificielle. On a des scénarios, donc une petite histoire. Bon, c'est pas la grande écriture, les romans incroyables, la grande narration, non, c'est tout simplement pour donner un contexte. Et ce qui est intéressant, c'est que les scénarios en mode coopératif se passent à quelque part entre les scénarios du mode en solitaire. Alors, si vous avez fait les deux, il y a comme une continuation de la campagne, de l'histoire, de voir, bon, mais pendant cette bataille-là qui se passait en solitaire, qu'est-ce qui se passait pour les 2 autres factions pendant ce temps-là? Alors, très intéressant, mais j'ai pas essayé encore le mode en solitaire. Vous devez savoir qu'il y a également la possibilité d'y jouer en équipe, 2 contre 2 qui s'affrontent. Il y a également la possibilité d'y jouer dans un mode qu'on appelle endless, infini, sans fin, comme les bons vieux jeux de Tower Defense où est-ce qu'on a des vagues éternelles d'ennemis qui déferlent sur nous et où est-ce que notre seul objectif est de résister le plus longtemps possible jusqu'à quelle vague est-ce que je vais me rendre et après ça on essaye de battre notre record. C'est un mode qui m'intrigue beaucoup. J'ai pas eu encore la chance d'y jouer mais ça ne saurait tarder. Sinon,
Expérience de jeu en solitaire incroyable. Tout simplement incroyable. Je crois que... Je peux pas dire après, mais c'est dans la même veine que This War of Mine qui, selon moi, est certainement... c'est un jeu qui est fait, selon moi, pour jouer en solitaire. C'est certainement dans mon top 3 des meilleurs jeux pour jouer seul, pour jouer en solitaire. Et je dirais que Cloudspire, même si ce n'est pas du tout là, vraiment là, dans la même veine de narration que This War of Mine, est fait pour jouer en solitaire également, ou à 2 joueurs. Mais ça, je vais y revenir dans quelques instants. Cloudspire en solitaire, c'est l'excellence même, c'est le cœur du jeu. Vous allez vraiment goûter à comment le jeu a été conçu. Là. Je me souviens pas exactement des discussions qu'il y a eu lorsque le jeu a été sorti, mais en fait avant sa sortie. Mais j'ai toujours eu en tête que Cloudspire était un jeu qui avait été conçu pour jouer en solitaire ou à 2 joueurs. Mais on a ajouté la possibilité de jouer à 3 ou à 4 et de le rendre intéressant quand même. Peut-être que je me trompe, c'est peut-être tout simplement un souvenir erroné que j'ai, mais pour l'avoir essayé, là, près de 8 parties en solitaire, je vous dirais que c'est du gâteau, c'est du bonbon, c'est incroyable, c'est satisfaisant. Et en solitaire, il n'y a aucun temps mort. En fait, le seul temps mort qu'il y a, c'est à cause de vous. C'est vous qui le créez. Une fois qu'on s'est familiarisé avec les nouvelles règles, c'est très fluide. La gestion de l'intelligence artificielle du joueur robotisé ou automatisé qu'on affronte n'est pas si difficile que ça. En fait, c'est très simplifié. Quelques situations parfois qui peuvent porter à confusion. C'est pour ça que la fac est bien importante. Mais ça nous permet de se familiariser avec les règles. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est que pendant les 16 scénarios qu'on offre dans le jeu de base, parce que oui, on a 16 scénarios et un livret uniquement pour ça, ce qui totalise 82 pages. D'ailleurs, si vous voulez avoir plus d'informations sur comment jouer en solitaire, vous irez voir ma session de jeu en solitaire, où est-ce qu'on passe plusieurs minutes, près d'1 heure et demie, je crois, où je vous explique comment on y joue. Mais ce que j'aime particulièrement, c'est que dans ces 16 scénarios, on les a divisés parmi les 4 factions. Donc, chaque faction, parmi les 4 factions de base, a 4 scénarios qui lui sont propres. Donc, ça me permet de me familiariser avec une faction pendant au moins 4 scénarios que de toute façon, je vais devoir refaire parce que c'est impossible de toutes les réussir du premier coup. Le jeu est vraiment un bon défi. Ça me permet donc de connaître vraiment bien la race avec laquelle j'ai joué. Ça me permet de mieux l'expliquer aux autres joueurs par la suite, de mieux la jouer moi-même, de voir les combos, les opportunités. Vraiment, le mode en solitaire est génial. J'ai eu la chance également d'y jouer à 4 joueurs. Donc, 4 joueurs qui s'affrontent. Tout le monde compte. Là. Pas d'alliance, pas de 2 contre 2. 4 joueurs. Et je dois dire que la partie a été longue. J'ai pas eu personnellement le sentiment que c'était long, que c'était pénible, que c'était interminable, puis que j'avais hâte que la partie se termine, mais ça a duré beaucoup plus longtemps que ce à quoi on s'attendait. Sur la boîte, on dit de 90 à 120 minutes. Je le crois, si on joue en solitaire ou à 2 joueurs, parce que à 3 ou à 4, on rajoute du temps, tout simplement. Là. Notre partie à 4 joueurs a duré 3h30, peut-être un peu moins que ça, mais on a décidé de ne pas faire la 4e vague. Parce que normalement, une partie dure 4 vagues, une partie standard. On a décidé de faire une partie courte de seulement 3 vagues, mais on a quand même terminé après 3h15 de jeu. Bon, il faut dire que j'étais le seul à y avoir déjà joué. Les 3 autres étaient des nouveaux joueurs qui avaient aucune idée vraiment de ce qu'elle était le jeu. Et il faut dire que parmi ceux-ci, on avait 2 joueurs également qui n'étaient pas habitués vraiment à ce genre de gros jeu-là. Ce qui a certainement rallongé un peu l'expérience. Mais ce que j'avais hâte de voir aussi, c'est le contexte où est-ce qu'on doit, en début de tour, choisir notre cible. Bon, qui je pense qui est en train de gagner, qui est une menace, sur qui est-ce que je vais envoyer mes troupes. Très intéressant de pouvoir changer notre cible comme ça d'une vague à l'autre. J'avais hâte de voir aussi comment allait gérer les tours, les combats, tout ça. Il y a beaucoup de temps mort, c'est certain. Il y a un des joueurs autour de la table qui a dit « J'ai l'impression que j'attends 15 minutes avant que ça revienne à mon tour. »
puis qu'à mon tour, ben, j'ai comme oublié ce qui s'était passé ou ce que je devais faire. Alors, oui, peut-être qu'à 4, il y a un peu de ça. Personnellement, je vais vous dire honnêtement, là, je ne prévois pas rejouer à 4 en mode compétitif. Peut-être 2 contre 2, ou peut-être ce que je prévois faire, c'est que si un jour j'y rejoue à 4 joueurs, ce sera avec des joueurs qui connaissent les règles et qui sont familiers avec l'une des factions. Comme ça, on sauve beaucoup de temps, on réduit le temps d'attente et on est capable d'y jouer de façon plus rapide. Sinon, j'ai eu l'occasion d'y jouer à 3 joueurs également. Donc là, on avait un contexte un peu différent. La partie a été plus courte aussi. On a également décidé d'arrêter après 3 vagues. Mais ici, c'était pas parce que le jeu était trop long, c'est parce qu'après 3 vagues, le gagnant était évident. Alors, ce qui s'est produit ici, c'est que moi et un autre joueur, on s'est fait carrément démolir à la fin de la 2e vague. Notre adversaire a vraiment bien joué ses cartes, vraiment bien préparé le terrain. Alors, il jouait la race des Grove Tenders qui peuvent vraiment modifier la carte facilement. C'est ce qu'il a fait. Il a vraiment bien joué sa race et il nous a permis, moi je peux pas vraiment dire il nous a permis, mais il nous a contraint, moi-même et l'autre joueur, en modifiant les chemins sur la carte, de se rentrer dedans, de s'affaiblir. Et après ça, une fois qu'on s'était mutuellement affaibli, eh bien lui, il arrivait tel un bulldozer pour nous ramasser et venir attaquer nos pauvres forteresses quasi sans défense avec une armée qui n'avait pratiquement pas été endommagée. Alors ça, là, ça nous a carrément démoli parce que au début de la 3e vague, ma forteresse et la forteresse de l'autre joueur avaient été détruites. Ce qui, dans ma tête, était inconcevable. Et ça m'a permis de voir qu'une fois qu'un joueur voit sa forteresse être détruite, c'est impossible pratiquement qu'il revienne compétitif dans la partie. Parce que même si notre forteresse explose, éclate, disparaît, pouf, fini, mort, on a l'obligation de revenir dans la partie au début de la prochaine vague en sacrifiant de la source ou en sacrifiant des améliorations sur notre forteresse. Mais ce que ça occasionne, c'est que oui, on revient dans la partie, on va pouvoir déployer nos unités, les envoyer attaquer et tout ça, sauf qu'on commence avec une forteresse qui est tout nue, qui n'a plus aucune amélioration. Donc toutes les améliorations que j'avais profité, que j'avais construit, elles sont pouf parties plus là. Alors ça me met déjà dans un contexte où est-ce que je tire un peu l'arrière comparativement à mon adversaire, mais en plus je ne recommence pas la partie avec 10 points de vie, mais plutôt avec 3. Oui, j'ai l'opportunité de m'en donner davantage, mais ça me coûte excessivement cher, ça me coupe des opportunités. Et au terme de la partie, le gagnant, eh bien on prend tous ses points de vie et on les additionne au nombre d'améliorations qu'il y a sur sa forteresse. Donc moi et l'autre joueur, on n'avait plus de points de vie, on avait 3 et on n'avait plus aucune amélioration. Alors que notre adversaire avait encore 9 points de vie et avait, je crois, 3 améliorations. Ce qui faisait qu'on notre pointage était 3 à 3 à 12. Et là, on commençait la 3e vague et c'était tout simplement impossible de revenir dans la partie. Donc, on a décidé de mettre un terme à ça. Pas parce qu'on était tanné, pas parce qu'on trouvait ça mauvais, mais juste parce que le gagnant était rendu évident et c'était un vrai massacre. Alors, je suis curieux d'y rejouer à 3. Il faut dire qu'en début de partie, il y a eu une mauvaise planification aussi et tout ça de la part de plusieurs joueurs et ça l'a vraiment donné le ton pour le reste. Donc oui, je serais curieux d'y rejouer à 3. Mais la configuration que j'ai le plus hâte d'essayer, et je suis déçu de ne pas l'avoir fait encore au moment de tourner cette vidéo, c'est la configuration à 2 joueurs. Un contre un face-à-face, un bras de fer légendaire. Ça, je suis convaincu que le jeu prend toute sa saveur, oui en solitaire, mais également à 2 joueurs. On coupe dans l'attente, on est vraiment dans l'affrontement. Et ça sauve aussi un peu le contexte où est-ce qu'à 3 joueurs ou à 4 joueurs, on a la possibilité, si on joue à 4, d'être 3 joueurs à dire « Moi, ce tour-ci, je vais t'attaquer toi. » Oui, toi, le 4e joueur. Donc, le premier attaque le 4e, le 2e attaque le 4e et le 3e joueur attaque le 4e aussi. On peut se sentir un peu menacé. Il y a des bienfaits à faire ça quand même pour le joueur qui est attaqué. Il peut récupérer beaucoup plus de sources de cette façon-là parce que les unités vont s'affaiblir avant d'arriver jusqu'à sa forteresse, mais ça peut également le démolir
totalement ou presque. Là. Alors à 2 joueurs, on oublie ça. C'est vraiment, là, je sais que tu t'en viens chez moi, je m'en vais chez toi et on va voir lequel est le meilleur dans la gestion de son armée entre toi et moi. Il n'y a pas d'histoire de situation ou de revirement de situation avec un autre joueur qui vient s'en mêler. Non, non, non. Ici, c'est vraiment un face-à-face. Alors ça, je suis très, très, très curieux d'y jouer. Mais sinon, mon coup de cœur dans Cloud Spire, c'est vraiment le mode en solitaire. Sinon, j'en ai pas parlé, mais ça va de soi. Les composantes sont incroyables. Ne serait-ce que les petits supports comme ça pour tenir tous les jetons. Les jetons en soi ont une qualité impeccable. Ce sont des jetons agréables à manipuler, lourds. Les images sur ceux-ci sont résistantes, sont durables. J'avais peur de la lisibilité également des unités. Je trouvais que c'était petit, que ce serait difficile à voir si l'unité est promue ou non. Le seul souci que j'ai vraiment avec les unités, c'est de distinguer rapidement les héros des mercenaires, des tours et des minions, des créatures. Parce que la seule chose qui va véritablement les distinguer, bon, pour les mercenaires, c'est un peu différent parce que le jeton ne sera pas de la couleur du joueur, il va être noir. Mais sinon, c'est seulement la bordure de couleur de l'autocollant qui est sur le jeton qui va soit être bronze, argent ou or. Et ça, à première vue, ça ne nous saute pas dans le visage très rapidement. Bon, pour les tours, les spires, on a des jetons comme ça en pile, on n'a pas de point de vie, ça nous permet de les distinguer rapidement. Mais sinon, c'est très difficile avec un coup d'œil rapide de distinguer ces unités-là et parfois ça peut nous réserver de mauvaises surprises. Sinon, côté composante, j'aime vraiment les petits supports ici, les baraques, qui nous permettent d'avoir un coup d'œil rapide sur toutes les unités qui nous sont accessibles en cours de partie et qui nous permettent également, une fois qu'on a amélioré des unités et qu'on peut les déployer du côté promu, on peut tout simplement retourner la pile au complet et voir le côté avec l'aspect de promotion. Les dés sont correct, là, je veux dire, la qualité des images sur ceux-ci sont géniales. Par contre, ce qui m'intéresse davantage, c'est vraiment l'aspect asymétrique. Pour chaque faction, on a des dés différents qui vont être utilisés de façon différente également. On a également évidemment les jolies tuiles en néoprène qui sont très utiles une fois qu'ils sont placés sur la partie. On a un côté ici antidérapant qui va vraiment faire en sorte que la tuile va adhérer à la table et ce sera génial. La carte ne va pas se déplacer même si on l'accroche ou quoi que ce soit. C'est très 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 minime. J'ai par contre une petite réticence avec un élément de jeu que je n'ai pas sous la main. C'est que sur ces plateaux, nous avons également nos forteresses qui vont venir s'insérer ici. Et dans le bas de nos forteresses, on a 2 trous pour venir insérer nos jetons de points de vie et jetons de points de source. Et c'est pas facile de faire tourner le petit marqueur dans son trou pour indiquer notre nombre de sources. On a 2 choix, soit on retire le jeton à chaque fois, on l'ajuste et on l'entre. C'est faisable, c'est juste un peu tannant d'essayer de rentrer son doigt à l'intérieur du trou pour retirer le jeton. L'autre possibilité qu'on a, eh bien, c'est tout simplement de appuyer sur le jeton assez fort et de le tourner. Ça fonctionne assez bien en général. Ça va dépendre vraiment de la surface sur laquelle vous jouez. Si vous jouez sur une table en bois avec une surface dure, ça devrait bien se faire quand même. Si la surface sous votre jeu, c'est davantage du tapis, eh bien là, le jeton va être beaucoup plus difficile à tourner parce qu'il va également adhérer au tapis. Alors ça, c'est une petite remarque en lien avec les composantes qui n'est pas frustrante, mais qui est un peu tannante quand même. On a également les aides de jeu dont la qualité est incroyable, qui sont très 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 complets également, qui nous offrent pas mal de lecture aussi. Sinon, qu'est-ce que je pourrais bien vous dire de plus sur Cloud Spire? C'est un jeu avec tellement d'opportunités. Avant que vous décidiez de rejouer la même race de la même façon, je crois que ce serait impossible. Il y a tellement de situations particulières qui vont se présenter à vous, des opportunités qui vont s'ouvrir. Je n'ai pas parlé des cartes d'événements qui viennent changer les règles radicalement au début de chaque vague. Les cartes reliques qui vont parfois vous donner des pouvoirs à utiliser pendant toute la partie de façon passive ou
pouvoirs, pardon, utilisation unique. Ça m'amène également, ça me rappelle de vous parler du hasard dans le jeu. Le hasard, c'est certain qu'il va être présent quand les événements vont se présenter. Bon, c'est possible de piocher la carte Doomsday qui va faire apparaître le dragon ancien, légendaire, mythique sur la partie dès le premier tour et que ce dragon-là fasse beaucoup de dégâts. Bon, c'est possible. C'est possible également que la carte relique que vous piochez en fin de partie ne vous servent pas du tout, ou même en début de partie que finalement, à cause des situations qui arrivent, cette relique-là ne vous sert absolument à rien. C'est possible également que vous n'ayez pas beaucoup de chance sur le lancer de dés. Par contre, je trouve vraiment que la chance au niveau des dés dans Cloud Spire est tellement bien équilibrée parce qu'on ne doit jamais vraiment compter sur les dégâts infligés par les tours, par les Spires. Oui, nos unités, nos créatures, nos mercenaires, nos héros vont toujours infliger du dégât de façon assurée. Ça, on peut le calculer à l'avance. Pour les tours, c'est toujours incertain. On doit lancer les dés. Par contre, ces dés sont très bien balancés parce qu'on a 5 chances sur 6 d'infliger du dégât de façon générale. On a une seule face où c'est un échec, on a 4 faces où on inflige 1 point de dégâts et on a une face où c'est un coup critique où est-ce qu'on va infliger 2 points de dégâts. Et plus on améliore nos tours, plus on va lancer des dés, ce qui va nous permettre, dans ce cas-ci, j'aurais infligé 3 points de dégâts. Alors non, on ne pourra pas toujours compter sur les points qu'on va infliger parce qu'on ne le sait pas. C'est le hasard qui va le déterminer. Mais par contre, c'est très rare, à moins d'avoir une tour avec seulement un dé à lancer, qu'on n'infligera rien du tout. Alors je trouve ça très bien balancé, très intéressant. C'est vraiment un jeu mathématique, un jeu calculatoire avec le déplacement des créatures qui se fait de façon automatique. On doit prévoir les déplacements des autres joueurs, l'ordre dans lequel on va résoudre nos attaques et tout ça. Vraiment un gros casse-tête, mais un excellent casse-tête. Et pourtant, moi, je suis pas un gars de casse-tête habituellement, mais j'aime me casser la tête dans Cloud Spire. J'espère que cette critique vous aura guidé un peu dans vos choix. Je sais que le jeu est de plus en plus difficile à trouver, entre autres au Canada. Il est en rupture de stock, alors probablement qu'on en a trop parlé. Et c'est un jeu également qui a commencé à circuler de plus en plus sur les réseaux sociaux, un jeu en demande. J'espère qu'il y en aura de nouvelles copies disponibles bientôt. En Europe, je crois que vous êtes chanceux, le jeu est encore disponible pour vous. Et donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo si vous voulez que je vous réponde sur des points bien précis par rapport au jeu, mes expériences dont je n'ai pas parlé ou pas assez en détail pour vous. Laissez-moi ça dans les commentaires sous la vidéo. Envoyez-moi également un pouce vers le haut. Ça me fait toujours chaud au cœur de voir que les vidéos qu'on vous produit sont cohérentes, sont pertinentes pour vous, que vous les avez appréciées. Et n'hésitez pas finalement à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Peut-être que c'est ma dernière vidéo pour vous parler de Cloud Spire. Peut-être que vous allez le voir réapparaître une fois de temps en temps. Peut-être que je vais avoir une idée folle d'une vidéo encore une fois avec ce dernier. Mais présentement, c'est vraiment mon coup de cœur. C'est vraiment le jeu qui prend tout mon temps. Alors voilà ce que j'avais à vous dire sur ce dernier. Et moi, je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.